Donc, comme chaque samedi, à Slamanouen, une deuxième fois, et nous recevons cette fois-ci un collègue de l'université de Tizi Ouzou qui va nous parler de. Enfin, pour vous la faire courte, il va nous parler de Kamel Daoud, mais bon, c'est juste un des éléments de ce qu'il va nous dire. Alors, notre invité va vous être présenté par Mouloud Yakout. Moi, j'ai envie de vous dire juste que la maison d'édition France Fanon, que dirige et dont le patron, c'est notre ami Amanin Gresham. Il nous vient de nous offrir un lot de livres, je crois 2 exemplaires de chaque livre qu'il vient de sortir dans sa maison d'édition. Je le remercie pour ça. Et prochainement, on va inviter Rachid Boujdra qui va nous dire du mal de Kamel Daoud. Mais nous commençons déjà par Boukhalifa qui va nous en dire du bien. Et qui nous sont positifs. Donc on va d'abord dire ce qu'il y a de bien dans le phénomène Kamel Daoud. Et puis, il y a dans tout phénomène, il y a du bien, il y a du mal. Boujdra va nous en dire du mal un peu plus tard. Mais entre les deux, on espère recevoir Kamel Daoud. Comme ça sera la totale, quoi. Donc, je ne vais pas tarder, je vais donner la parole à Mouloud qui va vous dire quelques mots de notre auteur, et puis au débat. فتح الزول في الأول أنصف يسون ساقامي سليمان أم العوية ديال لسنس دوانا أزدير لسانو باس يوم أسلاج أبين إمن كالنوف المعرض سيوسيا أسا نعرض ماس دواري مخالفة لأن العشلمين أنصف يسخ دواري مخالفة ديال مسلمات سداوي في Ouzou. يسقرا فاسكلا في انجليزي سي سا تريتي انجليزي prof d'anglais. Voilà, donc enseignant de littérature le département anglais de Tizi Ouzou. Donc SCU7 au passage c'est quelqu'un qui a été interdit de stage en France par soit par des autorités algériennes ni françaises, mais des autorités algériennes de Nouéni et un peu l'intellectualisme. Donc il a été interdit de stage doctoral en France après l'apparition de l'article indiquant cette interdiction pour encore lui donner l'autorisation, le visa d'accès en France, à l'université française. السيوسة عم تهضر في وسط الانتخاب يكتب avec un de ses amis يسمياس Kamel Daoud esquisse d'un phénomène post-colonial algérien. C'est un livre ديون ويدريس يديوين تسكيلا يتارو كمال داود. دونك بلا ما نعطل الأول اسم كوال مثلا بوخالفا يوكن أديوية ونسقل شيء تمسات تنمير في Bonsoir tout le monde. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui parmi vous. Pour parler du livre acquis, qui est un livre qui prend Kamel Daoud comme angle d'attaque, si vous voulez, comme sujet, mais qui traite de l'Algérie. Parce qu'il prend Daoud juste comme alibi, si je peux dire, mais c'est pour ceux qui vont le lire ou pour ceux qui ont lu déjà le livre, Kamel Daoud n'est que alibi pour parler des sujets assez sensibles concernant notre pays, concernant l'Algérie tout entière. Parce que j'estime que le sujet ou la polémique qu'a suscité Kamel Daoud, notamment par son roman Mœurs contre enquête, relève d'un débat qui concerne l'Algérie ou le destin de l'Algérie tout entière. Alors, le livre est bien sûr, j'ai coordonné le livre, j'ai la grande partie du livre, c'est moi-même, j'ai 3 chapitres du livre, mais il y a en
plus, entre autres, des contributions d'intellectuels assez importants, comme Jane Hiddleston de l'Université d'Oxford, qui n'est pas des moindres. Déjà, être enseignant à l'Université d'Oxford, ce n'est pas rien du tout. Jane Hiddleston, c'est une référence en théorie postcoloniale, en philosophie post-structuraliste française. Il y a aussi Pierre Boisette de Paris, de l'Université de Paris, Paris-Nanterre. Il y a des écrivains algériens tels que Marahi, Sarah Slimani, et j'ai clôturé le livre avec une interview que j'ai fait avec Rachid Mokhtari, qui est connu pour peut-être... Il est venu ici. Exactement, Rachid Mokhtari, qui est un érudit, un bonhomme qui réfléchit, un des critiques littéraires des plus valables actuellement en Algérie, parce que la critique littéraire est en régression actuellement en Algérie. Je vais le dire et je l'assume. Alors, voilà, on a pris Daoud pour parler un petit peu, vous voyez, le phénomène, je l'appelle le phénomène Daoud. Attention, bien sûr, il y aura des gens qui vont me dire Daoud est cela, Daoud est ça, Daoud est un renégat, Daoud est ça et ça, mais moi je dis, et je le dis toujours, c'est que Daoud a eu le mérite de susciter un débat dans une société algérienne. Ce n'est pas étranger à vous si je dis qu'actuellement en Algérie, le débat est en régression et c'est une société qui a tendance à... Il y a une société sclérosée, il faut le dire. Il y a la montée du religieux, il y a le politique qui prend le dessus sur tout. Alors Daoud, elle a eu le mérite d'écrire pour susciter un débat autour de l'Algérie dont on vit et l'Algérie dont on va vivre, l'Algérie à venir. Alors, au début, j'aimerais parler un petit peu de l'écriture. L'écriture, c'est tout ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus dangereux que l'être humain n'a jamais créé. Attention, l'écriture, le phénomène de l'écriture. Écrire. Je ne sais pas si ça vous arrive un petit peu des fois de rentrer dans une bibliothèque et vous posez la question suivante. Voilà, je suis en train de communiquer avec les Fontans. La plupart des gens que vous lisez, Stendhal, Mamry, Foucault, Derrida, Pharaon et tout, c'est des gens morts. C'est la relation avec les Fontans. L'écriture, c'est la science des Fontans, en quelque sorte. L'écriture telle qu'elle est, oui, c'est la science des Fontans. Jacques Derrida, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Derrida. C'est la pensée post-structuraliste, c'est la philosophie post-structuraliste. L'écriture, c'est la science des Fontans. L'écriture, c'est quelque chose de merveilleux. L'être humain, sans l'écriture, il n'y aurait jamais eu de civilisation humaine. En quelque sorte, c'est le record, c'est l'enregistrement de la civilisation humaine. L'écriture, d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'un petit peu la civilisation nord-africaine n'a pas pris un petit peu une avance par rapport aux civilisations modernes, c'est qu'on n'a jamais écrit, on n'a jamais pris le temps d'écrire notre pensée, de conceptualiser notre philosophie, notre vision du monde. Ce qui fait que l'écriture, attention, je suis là, après 50 ans, d'ici 50 ans, personne peut-être ne restera pas avec elle. Personne ne me fait que d'ici 50 ans, 60 ans, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, un poème, quelque chose, une histoire, il a organisé, il va rester des sioun, il va lire quelque chose de quelqu'un qui est mort déjà, c'est un message, même en étant mort, Toutankhamon qui est un pharaon, elle a écrit sur sa tombe la phrase suivante. Prononce seulement mon nom et tu me feras revivre. L'écriture, c'est la pérennisation et l'être humain est hanté par cette idée de pérennisation, cette idée de rester. Parce que l'être humain est tellement conscient. C'est la seule créature qui sait qu'il va mourir, l'être humain. Un chien, il ne sait pas qu'il va mourir. Un chat, quelque chose de sinon, il va mourir. Par contre, l'être humain, il sait que la mort est une fatalité. Et l'être humain est tellement conscient qu'il sait qu'il va mourir, alors il est en combat perpétuel
pour la survie, pour la pérennisation, pour l'éternité. Je dirais que l'histoire de la civilisation est une histoire d'idées, est un perpétuel conflit pour l'éternité. Même l'Algérien de Tassili qui a écrit quelque chose sur l'écriture rupestre là, exactement, c'est une forme de pérenniser, de dire que je suis là. Et heureusement qu'il a écrit qu'il dit je suis là. Je suis là, il existe toujours. L'écriture, Jacques Derrida, qui est un penseur, le penseur du post-structuralisme, mon intellectuel phare, qui est un Algérien juif, né à El Biar, qui a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans en Algérie. Elle a quitté l'Algérie à l'âge de 21 ans, et puis il est hanté par toute sa pensée, tout ce qu'elle a fait comme philosophie, toute sa pensée tourne autour de cela, du phénomène de l'écriture, de la trace. Parce que l'écriture, c'est la trace. L'écriture, en quelque sorte, elle la réhabilite l'absent, elle la réhabilite le marginalisé de l'histoire. Il vous dit que l'écriture est une forme de carte postale sans destinataire. C'est comme si tu écris des cartes postales sans destinataire, de l'adresse. شجعت انت وزرنا دربيت لكن سينايت ما قلت اتيتفون شو ما اللي فهمينو باللي اتيتفون الوطن اللي فهم quelque chose. L'écriture c'est ça. Moi je ne pense pas qu'un écrivain se dire quelque chose de figé, d'ailleurs la notion de l'écrivain qui peut transmettre un savoir, et là il veut transmettre une idée précise et révolue avec la pensée post-structuraliste, avec la philosophie post-structuraliste. L'écrivain ne veut pas dire en fait. C'est l'auteur, c'est le lecteur qui veut dire. Elle a écrit quelque chose. C'est pour ça que le texte suscite toujours des interprétations. Le texte a un pouvoir illimité de gérer du sens. Elle a un pouvoir illimité de gérer du sens. C'est pour ça que les théoriciens comme Edward Said de l'orientalisme, il a écrit ce qu'on appelle le counterpuntal reading en anglais. C'est un texte peut générer du sens, peut une idée et son contraire en même temps. Admire un texte comme Heart of Darkness, le cœur de ténèbres de Joseph Conrad. Il te parle de quelqu'un qui est allé en Afrique, au cœur de ténèbres, le River Congo, la rivière Congo, et elle a rencontré les indigènes, les sauvages, un petit peu la description et limite de sauvage de discours colonialiste. Mais à la fin, elle est morte de dégénérer parce qu'il voulait le gain mondain, l'ivoire et tout. Elle est morte dégénérée. À la fin, il disait horreur, horreur et tout. Voilà, il y a quelqu'un qui est africain, comme moi, comme vous, qui peut lire le livre. Il va dire, voilà, c'est une œuvre colonialiste, c'est une œuvre du discours colonialiste qui a un petit peu une vision très mauvaise du colonisé et tout, mais il va lire la même œuvre, un Européen, un critique de l'être européen, il va trouver le contraire, il va dire voilà, ce bonhomme est contre l'impérialisme, puisqu'à la fin, le héros du livre est dégénéré, et voilà, il te dit que l'impérialisme peut conduire à cela. Vous voyez, la même œuvre, qui est Heart of Darkness, le cœur de ténèbres de Joseph Conrad, il peut susciter des idées antinomiques. C'est ça le pouvoir de la littérature. Et même c'est ça aussi le pouvoir des textes religieux. Tout le monde trouve son... Et encore plus avec les textes religieux parce qu'ils sont d'une nature ésotérique, d'une nature... Il y a l'anglais qui vient à chaque fois m'inhiber. parasiter la France. Exactement, parasiter la langue C'est le fait Waterloo. Exactement, c'est le fait Waterloo. Il y a même le texte religieux, il a survécu avec cela, avec cet aspect ésotérique. Tout le monde trouve son compte là-dessus. Si je vous dis que voilà, روح للفيركة تفضل أزغلوش. Azaglouche n'existe pas en Kabyle. Je viens de le créer.
Je viens de le créer, mais si vous partez de Firaki, vous allez trouver un petit insecte et tout, vous allez dire c'est celui-là. C'est celui-là. Si vous trouvez un stylo un peu bizarre, vous allez dire c'est ça, Zarlou. Si vous trouvez rien du tout, vous allez dire Zarlou, je veux dire le nerf. N'est-ce pas? C'est ça le pouvoir de l'écriture, le pouvoir du texte, surtout un texte ésotérique. C'est pour ça que les textes religieux demeurent en force, ils ont leur mot à dire après des siècles. Voilà, c'est un petit peu pour le pouvoir de la littérature, pour le pouvoir du texte. Alors, il y a juste un petit peu, pour aller vite un petit peu, parce que ce n'est pas le sujet un petit peu de la conf, c'est la mort de l'auteur et la naissance du lecteur. Il y a un penseur français nommé Roland Barthes, très connu, un géant. Il vous parle de la mort de l'auteur. Il vous dit que le moment où l'écrivain signe son texte, il fait full stop, le point final, elle est morte. Il est mort. Et puis c'est la naissance du lecteur. C'est la naissance du lecteur. C'est pour ça qu'une œuvre comme celle de Daoud a suscité une idée et son contraire en même temps. Si je peux un petit peu décortiquer l'œuvre de Daoud, vous allez remarquer peut-être la polémique qu'il a suscitée de la presse, c'est que Daoud, il y a ceux qui l'ont pris pour un saint et pour un diable en même temps, n'est-ce pas? Personnellement, j'ai eu une polémique du journal Liberté, vous l'avez suivi là, avec Abdelali Merdassi. Abdelali Merdassi qui s'attaque à tout le monde, qui est là, autour de Camus. Il l'a accusé de remake de Fils Indine, de néocolonial et tout. Alors, dans ce livre, on pense que Camus a été lésé, en quelque sorte. Il y a des lectures hâtives, des lectures un petit peu événementielles. Daoud, tu parles de Daoud. Daoud, excusez-moi. Daoud a été lésé dans la mesure où beaucoup a été dit de Daoud le chroniqueur, de Daoud le journaliste courageux et tout, mais qu'en est-il du texte qui est Meursault contre enquête? Combien parmi nous ont lu Meursault contre enquête? Alors, voilà, le but, c'est de déconstruire. Quand je dis déconstruire, c'est en référence à la déconstruction du post-structuralisme de Jacques Derrida, qui n'a rien à voir avec détruire. Bien au contraire, c'est de bâtir sur les débris de quelque chose qu'on a revu, c'est revoir le processus de la formation d'un concept, d'une idée et tout, pour mieux la comprendre et pour mieux la dépasser, pour mieux aller de l'avant. Hein. Si je peux résumer la déconstruction en ces termes. Alors, au début était Camus. Au début du livre, s'il n'était pas Camus, le livre il n'aurait pas existé. Au début était Camus, le fils de Moldovie. Exactement. En Algérie, un fils d'une femme de ménage, et d'un père aussi d'origine très simple, d'origine très modeste. Camus, qui écrit L'étranger. Attention, L'étranger, un texte d'une importance, un texte extraordinaire, un texte d'une importance fabuleuse. D'ailleurs, elle a montré le manuscrit avant tout au début, elle a montré le manuscrit à André Malraux. André Malraux, qui était déjà une icône de la philosophie, une icône. Et qu'est-ce qu'il dit Malraux? Il dit, voilà, ce bonhomme, comme on dit en arabe, c'est un bonhomme important. Ce qu'il écrit est très important dans L'étranger. Eh bien, André Malraux a vécu assez pour voir Camus décerner le prix Nobel de littérature. Et c'est quelque chose, c'est le prix le plus prestigieux de littérature qu'on puisse avoir. Le prix Nobel, c'est quelque chose.
Alors, L'étranger, cette œuvre que beaucoup parmi vous ont lu certainement, L'étranger de Camus, L'étranger est souvent perçu comme un chef-d'œuvre de la philosophie existentialiste, de la littérature de l'absurde. L'absurde, si je peux un petit peu le qualifier, il vient du latin qui veut dire absurdus, qui veut dire sourd, incohérent et tout. En philosophie absurde, il veut dire absence de la raison d'être, de finalité de la condition humaine, etc. Dans la pensée moderne, la notion de l'absurde prend des connotations un petit peu existentialistes avec Schopenhauer. L'absurde, c'est un monde sans Dieu, il faut le dire en philosophie. Qu'est-ce qui crée le sentiment de l'absurde? De l'absurde en philosophie, en littérature. L'absurde, c'est, peut-être je peux faire référence à Waiting for God, En attendant Godot de Samuel Beckett. L'absurde, c'est un monde sans Dieu. Parce que voilà, pour un croyant, pour quelqu'un qui croit, voilà, je suis là parce que Dieu veut voir la foi et moi, est-ce que je crois là, je ne crois pas, il vient, et Dieu va y juger, c'est un examen, je crois que c'est un examen, et tout, mais pour quelqu'un qui ne croit pas, un monde sans Dieu, là c'est un problème. Ce qui fait que si le monde est sans Dieu, s'il n'y a pas vraiment Dieu, avec la pensée existentialiste, l'existentialisme, la l'ujudiyya, c'est, voilà, il n'y a pas Dieu, veut dire ce monde est là juste comme ça, il n'a pas une finalité. Parce que, attention, quelqu'un qui cherche l'athéisme, l'existentialisme est un fardeau très lourd à supporter. Bien qu'il te libère, bien que tu vois la vérité et tout, mais la vérité n'est pas toujours facile à supporter. Pour un religieux, c'est facile. Voilà, tu es là pour être examiné, tu vas aller en enfer, non, au paradis. Mais pour un existentialiste, non, l'absence de Dieu, ce qui fait un monde insensé, une existence sans fin. Il n'y a pas une fin bien déterminée, j'existe juste pour exister, et c'est ce qui crée ce qu'on appelle l'angoisse existentialiste. L'angoisse existentialiste qui est au cœur de la pensée de l'absurde, de la littérature de l'absurde. Et l'œuvre de Camus, entre autres avec Waiting for Godot, En attendant Godot de Samuel Beckett, Estragon et tout, ça rajoute à dire Godot. Godot qui est un terme italien qui veut dire Dieu, Godot. Ça rajoute à Giussiera, il n'y a pas. D'ailleurs, Sartre, Dieu m'a déçu après la Seconde Guerre mondiale. Elle a vu des trucs, des monstruosités et tout, et elle n'a pas intervenu, elle ne s'est pas manifestée, mais il m'a déçu après la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'absurde, le sentiment de l'absurde, le sentiment de l'existentialisme au cœur de l'absurde. Alors, l'œuvre de Camus est perçue comme chef-d'œuvre de la littérature de l'absurde. Mais, oui, tout cela, oui. D'ailleurs, on prend, voilà, le Meursault qui le font et tout. في وثيث ديال الطيج عيا ديبوتان ما يا ما يشفي راه ميم با ما يظن لنا سدي ولا الناس تبوث. Il tire 4 coups, attention. Il tire sur le corps inerte, il le dit, et je tire sur le corps inerte 4 coups. Attention, même de la justice parmi vous, peut-être il y a des gens... Des criminels. Exactement. Non, pas des criminels, mais des gens de la loi, des représentants de la loi, des avocats et tout, tirer sur quelqu'un un seul coup et tirer sur quelqu'un 4 coups, ce n'est pas la même chose. Un seul coup, peut-être c'était... La légitime défense.
C'est la légitime défense, le soleil, c'est vrai, le soleil qui tapait et tout, c'est le soleil, voilà. Mais tirer 4 coups, c'est que ce Camus, si elle est jugée devant le tribunal de l'histoire, si elle est jugée devant le tribunal de l'histoire, on va lui reprocher les 3 coups. Exactement, les 3 coups, le nombre de coups, ce sadisme, ce vouloir tuer, cette propension à savourer l'acte de tuer. Tirer 4 coups et un seul coup, ce n'est pas la même chose. Déjà, ça c'est un point. Voilà, il y a des théoriciens de littérature tels que Edward Said, O'Brien, Pierre Morin et tout, qui ont essayé de déconstruire tout cela. Ils vous disent, oui, l'étranger, c'est cela, c'est le chef de l'existentialisme et tout, mais de l'absurde, d'un monde sans Dieu et tout, mais voilà. Pourquoi c'est le choix de l'arabe? Pourquoi le choix de l'arabe comme victime? En plus, l'arabe, son nom. Et puis, dans la peste, c'est les arabes qui meurent aussi. C'est les arabes qui meurent aussi dans la peste. La position, entre autres. Ils vous disent que, dans l'étranger, on peut trouver ce qu'on appelle le discours colonialiste. Le discours colonialiste, qui est un ensemble d'idées et qui sert à enjoliver, si vous voulez, la colonisation en tant qu'acte historique, en tant qu'expérience coloniale, en tant qu'expérience historique, exactement. Attention, ça n'a pas commencé avec Camus. Ça n'a pas commencé avec Camus. Si vous prenez aussi loin que William Shakespeare dans La Tempête, The Tempest de William Shakespeare, il vous parle de quelqu'un qui s'appelle Prospero, qui fait penser déjà à l'idée de la prospérité et l'idée de ce qu'on appelle the Empire Builder, le constructeur de l'Empire, qui est allé dans un no man's land en Afrique du Nord. Elle a rencontré Caliban. Caliban, qui est un anagramme, bien sûr, pour cannibale. Si on prend le L et le N dans les choses, ça va faire cannibale. Cannibale. Elle a rencontré Cannibale et sa maman s'appelait Sycorax, qui est, il dit, c'est Shakespeare qui le dit dans The Tempest, il dit, she's from Algiers. Il est algérien. She's from Algiers, qui est une witch, qui est une sorcière. Lui, Prospero, il va avec ses livres, beaucoup de livres d'Il Bâtonnet et tout, pour apprivoiser Caliban, pour lui montrer ce que c'est la civilisation. C'était déjà les prémices du discours colonialiste qui servait à enjoliver l'expérience coloniale et à donner une certaine légitimité à la colonisation. Alors Camus, bien qu'il soit un chef-d'œuvre de la philosophie existentialiste, personne ne peut dire le contraire et tout, mais en tant qu'Algérien, en tant que lecteur issu d'une société post-coloniale, je ne peux qu'être affecté par cette indifférence vis-à-vis l'arabe, vis-à-vis l'indigène, vis-à-vis... Attention, même en plus de la fameuse phrase connue de Camus, si j'ai à choisir entre ma mère et la justice, je choisirai ma mère. En ce moment-là, les Falagas sont en train de larguer des bombes. Peut-être ma mère se trouve dans l'armée. Exactement. Elle a choisi sa maman à la justice. Entends. Camus, attention. Peut-être il y aura quelques-uns qui vont me dire non, Camus a défendu l'Algérie et des misères de Kabylie. Oui, elle a écrit des misères de Kabylie sur les Kabyles, il les a montré comment... Mais cela demeure une vision exotique, une vision de l'autre qui n'acceptait pas en quelque sorte l'altérité. Voilà, c'est très exotique, même dans les noces. Pour Camus, je pense,
et je ne suis pas le premier, il y a ceux qui m'ont précédé et tout. L'Algérie était pour Camus une nature sans l'homme. Pour Camus, en Algérie, il y avait la nature sans l'homme. L'homme n'existait pas. D'ailleurs, dans le livre, vous allez trouver une citation où je parle, où je cite Camus, il vous dit l'indépendance de l'Algérie, ce n'est quelque chose de fantasmagorique et tout. Vous allez trouver dans le livre. Alors, Camus qui, en plus de cela, Camus qui a critiqué d'une façon très véhémente les idéologies fascistes à l'époque, il a soufflé un mot par rapport aux événements de mai 45. Attention, il a soufflé un mot. C'est déjà quelque chose. Alors, pour juste, bref, pour aller de l'avant, il y a quelques philosophes qui ont essayé d'innocenter Camus en quelque sorte, de le blanchir de ce discours colonialiste. Par exemple, Michel Onfray, dans son livre L'ordre libertaire, la philosophie d'Albert Camus, la vie philosophique d'Albert Camus, il vous dit que tout cela n'est que chimère créée par Sartre qui était dans ses bureaux bourgeois en France et tout. Non, ce n'est pas cela. C'est vrai que Camus, mais ces déclarations, ces textes, je les cite dans le livre, vous allez les trouver. Il était contre l'indépendance de l'Algérie. Contre l'indépendance de l'Algérie. Au moment où Sartre a pris position, au moment où Fanon était avec les Félagues à l'époque, au moment où... Voilà, c'est... Alors, au début était Camus, non, la naissance de Daoud. Daoud, au début, quand il a publié son roman « Le Sopon d'enquête », il a été vraiment critiqué, terriblement mal compris par les siens. J'ai lu déjà au début pour la naissance de ce livre, il y avait quelques textes que j'ai lus, le remake du Fils indigné. D'ailleurs, j'ai écrit dans le journal Liberté la revanche postcoloniale du Fils prodige, en réponse à le remake du Fils indigne. Qu'est-ce qu'il a fait Camus? Je pense que tout cela est fruit du fait que la théorie postcoloniale accuse un retard énorme dans le monde anglo-saxon, dans le monde francophone, parce que c'est une création anglo-saxonne. Bien que l'assise philosophique de la postcolonialité, de la théorie postcoloniale, c'est la pensée poststructuraliste française, dont l'origine c'est l'Algérie, Jacques Derrida, Althusser, parce que si la pensée poststructuraliste était le fruit d'un seul processus théorique, ce n'est pas le mai 68, mais c'est plutôt le processus de décolonisation en Algérie. Attention, tous les penseurs de du poststructuralisme, Frantz Fanon, je ne sais pas, Jacques Derrida, Bourdieu qui faisait l'anneau entre le structuralisme et le poststructuralisme, Hélène Sexo et autres, Sartre lui-même, soit ils étaient directement concernés par la guerre d'Algérie, soit ils sont indirectement concernés par la guerre de l'Algérie. D'ailleurs, je le cite dans le livre. Attention, l'Algérie, il n'y avait pas eu 1001 guerres d'indépendance dans le monde. En Afrique, il y avait eu 2 guerres de libération. Et encore, il y avait eu le Mau Mau au Kenya et la guerre de libération en Algérie. C'est quelque chose de gigantesque. Moi, des fois, j'ai rencontré dernièrement à l'université de Leeds, en Angleterre, au nord d'Angleterre, le prix Nobel Wole Soyinka. J'ai fait mon doctorat sur Soyinka. Il voyait en moi quelque chose d'énorme. Attention, quelqu'un qui vient de l'Algérie. Attention, l'Algérie, c'est quelque chose ailleurs. L'Algérie, pour ceux qui pensent, pour les penseurs, pour les philosophes,
la philosophie la plus en vogue actuellement, c'est la déconstruction, c'est algérienne, c'est une philosophie algérienne. Le concept de l'indécidable, dont je parle des derniers interviews que j'ai fait avec Mouhtari, l'indécidable, le concept de l'indécidable déridien. C'était le rôle de l'Algérie dans la formation de la pensée post-structuraliste. C'était sa situation ici en Algérie. À l'âge de 6 ans, on vient à l'école, on lui dit voilà, parce que c'était un juif miskin. Les juifs à l'époque, ce n'est qu'après le mieux qu'ils ont été réhabilités. Mais Derrida, c'est plutôt 1940. Voilà. Derrida, le pauvre, il se retrouvait ni algérien, ni musulman, ni français surtout, ni berbère, ni français. C'est l'indécidable. Le concept de l'indécidable. C'est de là qu'il a créé le concept de l'indécidable qui va à l'encontre de la pensée binaire du structuralisme saussurien. On dit soit quelqu'un il est à l'intérieur, soit il est à l'extérieur. Mais on dit, qu'en est-il de Laporte? Laporte, est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Il est à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. C'est un indécidable. C'est juste un exemple. Hein? Vous voyez, l'Algérie est quelque chose pour les penseurs, pour les philosophes, l'Algérie est quelque chose de... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Camus dans Meursault contre enquête? Je pense qu'il a essayé tout simplement de réhabiliter l'arabe, Daoud, je veux dire. Elle a essayé de donner une voix aux colonisés. Elle a essayé de donner un nom à l'arabe. Donc Camus a ôté l'identité. L'identité de l'arabe, chez Camus, c'est l'arabe tout court. Mais chez Daoud, l'arabe, il s'appelle Moussa. Moussa, il est là, et il a une histoire, il a un passé, ce qui va à l'encontre du discours colonialiste qui dit que l'Afrique a un passé, mais n'a pas l'histoire. C'est Hegel qui le dit. L'Afrique a... Mais lui dit, non, elle a une histoire. Contre le discours, ce qu'on appelle en théorie postcoloniale, en anglais, the canonical counter-discourse, le contre-discours du discours colonialiste. Il lui a donné un nom, il lui a donné une histoire, une existence, et la réhabilité, l'absent, le différé, l'inexistant. Elle a donné une voix à l'Algérie. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le livre, il vous parle de l'Algérie, par exemple, comme une femme, voilà, qui est là, qui a été violée par vous avez lu certainement Alors, je pense que le roman de Daoud, Meursault contre enquête, est un roman de l'Algérie. Une voix de l'Algérie qui était culturellement une entité en guerre à l'époque. Certes, un roman iconoclaste. Un roman iconoclaste veut dire, c'est un roman qui essayait de briser quelques idées figées, quelques tabous. Attention, notamment l'islam. Il s'est attaqué à l'islam. Oui, mais elle a œuvré pour moi pour ce que Max Weber appelle le désenchantement du monde. Qu'est-ce que le désenchantement du monde? Le désenchantement du monde, c'est inévitable selon Max Weber. Tout passage vers la modernité doit passer par le désenchantement du monde. Le désenchantement du monde, c'est bien sûr, il y a les moyens de technologie, il y a le développement et tout, qui vont aider à faire reculer toute superstition, toute croyance en l'au-delà, en la religion, tout simplement. C'est Max Weber qui le dit. Le désenchantement du monde. Même écrire en la langue du colonisateur. Daoud a choisi d'écrire, il n'y a pas Daoud, même Pharaon, même. La théorie postcoloniale vous dit que même écrire en la langue du colonisateur est un acte de militantisme. Pourquoi? Parce que
cette langue qui est porteuse en quelque sorte d'une certaine hégémonie, de par sa grammaire, de par sa rigidité et tout, montrer un non-respect à cette grammaire, parce que quand on lit Winnath Feronic, je me souviens comme ça, c'est daté d'hier. C'est du kabyle, je fais un zoom les structures syntaxiques de l'œuvre, c'est du kabyle. Ils ont pris, les théoriciens de la postcolonialité dans The Empire Writes Back, l'Empire se réécrit, ils ont pris et vous dit que la langue du post-structuralisme est une langue appropriée. C'est vrai que c'est la langue du colonisateur, mais on se l'est appropriée en montrant un certain disrespect, c'est un non-respect à l'hégémonie grammaticale de la langue. Déjà, si vous trouvez la langue de Camus, de Daoud, dans Meursault contre enquête, ce n'est pas la langue de Voltaire, je suis désolé, il te parle de Ould al-Assas, Zouj, le truc, mais c'est de l'arabe, c'est du kabyle, il y a des trucs un petit peu berbères, le truc, il parle même ce n'est pas la langue néo du colonisateur. Elle a fait l'un des techniques en postcolonialité, ce qu'on appelle la syntactic fusion et tout, des techniques un petit peu très techniques. Voilà, ce qui fait que même écrire en la langue du colonisateur est un acte de militantisme. Revenons maintenant à parmi la polémique qu'a suscité l'œuvre de Daoud. Vous vous souvenez tous du texte des 19 chercheurs. Oui, En France, des 19 chercheurs. Il y a un texte ici que j'ai intitulé Kamal Daoud et les inquisiteurs de la pensée. Daoud l'iconoclaste et les inquisiteurs de la pensée. Les inquisiteurs de la pensée, je pense que les chercheurs occidentaux qui prétendaient défendre le musulman contre Daoud, l'étranger colonial, l'allemand, contre Daoud, qui est lui-même étranger dans la langue française, parce qu'écrire en la langue du colonisateur est une forme d'aliénation, est une forme. Tu es étranger, qu'on le veuille ou pas. Tu es un réfugié dans la langue du colonisateur, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai qu'écrire en la langue du colonisateur, c'est se libérer des limites du surpoids, mais attention, hein, ils viennent, voilà, Daoud. Moi, j'ai lu, la lecture que j'ai faite de cela, c'est qu'il relève de la force générosité. Et parce qu'il y a quand même toujours certains chercheurs, certains penseurs en Occident qui pensent qu'ils sont les seuls dépositaires de la marque philosophie humaniste, qui sont là, mais qui est là pour délivrer les certificats de la philosophie humaniste, de la critique de religion. En vrai, quand il écrit le traité de l'athéisme, il critique la religion, il détruit, il déconstruit la religion, mais c'est un philosophe humaniste. Mais quand Daoud critique la religion, non, c'est un orientaliste, il le remet des clichés de l'orientalisme. Mais pourquoi on fait? Pourquoi? N'ai-je pas le droit d'œuvrer pour un désenchantement du monde? N'ai-je pas le droit d'œuvrer n'ai-je pas le droit de crier? Attention, le monde musulman, c'est le malheur du monde musulman. Il a connu son désenchantement, il a connu sa renaissance avant de connaître son Moyen-Âge. Parce que, exactement, c'est ça. Quand est-ce que le monde musulman a sombré dans la superstition, dans le fantasmagorique, dans les tueries contre la pensée libre? C'est quand on a commencé à tuer des gens comme Averroès, au nom de Zendaka. Sinon, il y avait eu des penseurs, Ibn Arabi, jusqu'à présent en Europe, il y a des penseurs comme Ibn Arabi Society et tout. Ibn Arabi a inspiré la pensée post-structuraliste française. C'est quelque chose de gigantesque. Voilà, je pense que aussi le Meursault contre enquête est un phénomène aussi. Il y a ce qu'on peut appeler un phénomène, il y a des bribes de ce qu'on peut appeler un phénomène de postmodernité. Parce que c'est vrai que dans l'interview que j'ai fait avec Mouhtari, un bonhomme que je respecte beaucoup, un érudit,
il y a un phénomène de starisation de l'auteur au détriment de... Tout le monde connaît qui est Daoud, mais peu ont lu l'œuvre. Peu ont lu l'œuvre. C'est le simulacre dont parle Boudria. Boudria, il vous dit le simulacre, c'est comme si... Imaginez, attention, c'est un phénomène de postmodernité. Imaginez une carte postale de l'Algérie, une carte postale qui est censée représenter une entité plus grande, une carte postale de quelque chose. Elle doit être normalement petite par rapport à ce qu'il est censé représenter. Mais il vous dit, imaginez une carte postale assez grande pour couvrir l'Algérie tout entière et au-delà. Il vous dit que c'est ça le simulacre. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les textes, avec les polémiques, au détriment du texte lui-même, au détriment d'un phénomène de starisation, c'est ça le simulacre. Voilà, c'est peut-être ce que j'ai à dire à propos de Daoud. Je ne suis pas adepte des gens qui prennent 2 heures, 3 heures de la conférence. Je ne pense, je suis contre, je suis très influencé par la tradition anglo-saxonne qui pense que l'auteur n'est pas là comme l'auteur Dieu, l'idée de l'auteur Dieu qui est là à transmettre une vérité absolue. Non, je suis contre tout cela. C'est juste, il est là pour susciter un débat et voilà que j'aime bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en termes de temps, tu n'es pas mal non plus. Tu as pris ta demi-heure, 40 minutes. Et c'est bien, je crois que le public est satisfait. Parce que la dernière fois, on avait eu un auteur qui a parlé pendant 10 minutes. Après, il y a eu une espèce de froid comme ça. Les gens n'ont pas pris. Il n'a pas tendu la perche d'une manière assez bonne pour que les gens interviennent. Là, par contre, je crois que déjà, beaucoup de gens dans le public, oui, j'ai vu, beaucoup de gens ont lu Meursault contre-enquête parmi nous, donc ils peuvent intervenir par rapport à ça. Puis,